Il y a des fois où je me dis qu'un Another Code sur Switch, ce serait sympa. Mais malheureusement, le studio Sting a fermé depuis, donc on n'est pas prêt de voir Ashley à nouveau sur nos consoles. Cher Sacha du passé, j'espère que tu es content d'avoir eu tort. L'annonce est tombée durant un Nintendo Direct. Les deux jeux Another Code vont avoir un remake en un seul, nommé Another Code Recollection. Autant vous dire que j'étais comme une balle quand j'ai vu l'annonce. Ce jeu, c'est un jeu de mon enfance et qui a toujours eu énormément d'importance pour moi. Mais j'ai toujours été triste de voir que la communauté autour du jeu n'était pas vraiment active. La faute à un jeu assez vieux au final, et assez inaccessible sur émulateur si on voulait y jouer aujourd'hui. Mais ça change avec le remake qui permet autant aux fans qu'aux nouveaux joueurs de découvrir. Et je me compte dedans. J'ai grandi avec le premier jeu et je le connais par cœur. Mais j'avais jamais fini le deuxième et mes souvenirs étaient assez vagues. Et puis, de ce que je voyais des trailers, le remake avait l'air de refaire les choses que je connaissais sous une nouvelle forme. Du coup, qu'est-ce que ça vaut? J'ai décidé de faire deux vidéos pour en parler. La première consacrée à Another Code Mémoire Double et la deuxième à Another Code R, les portes de la mémoire. Et pour la première, j'ai décidé de faire les choses autrement. J'ai déjà parlé d'Another Code premier du nom, donc pour cette fois, j'ai décidé de faire une review basée sur des notes que j'ai prises pendant ma nouvelle partie. Je vais essayer de pas trop jouer le vieux con nostalgique, mais je vous promets rien. Du coup, on entre dans le premier chapitre et déjà on nous plonge dans quelque chose de différent, un petit tutoriel. Dans ce tuto, on nous explique comment se déplacer, comment se passent les premières énigmes, c'est surtout pour explorer du gameplay en soi. Et franchement, pourquoi pas? Je vous cache pas que ça m'a un peu perturbé de courir avec la touche ZR plutôt que le bouton B, mais on s'y fait. On trouve aussi de nouvelles choses dans le jeu, des aides. On a une première aide avec un aiguillage qui nous montre où aller. C'est pas une mauvaise idée et c'est toujours bien d'avoir des aides pour des nouveaux joueurs. Certaines zones du jeu, notamment le manoir qu'on voit un peu plus tard, se ressemblent. Et parfois c'est difficile de savoir où aller. Personnellement, j'ai préféré ne pas la garder parce que ça donne un peu moins envie de découvrir les moindres recoins d'une pièce où on se trouve. La deuxième aide, ce sont des indices pour les énigmes et même si j'en ai quasiment pas jamais eu besoin, c'est toujours bien à avoir. On finit le tuto et on a une scène où Ashley semble suivie par une espèce de petite lueur étrange. Je vais pas trop m'exprimer dessus pour l'instant parce qu'on va y revenir juste après. Et le jeu nous fait passer à autre chose puisqu'on revient quelques instants plus tôt dans le bateau qui amène Ashley sur l'île de Blood Edward. Là, je retrouve les personnages que j'aimais et on comprend mieux ce qui se passe. Ashley a reçu un paquet de la part de son père, qu'elle croyait mort depuis le jour de ses 3 ans. Son père l'invite à fêter son 14e anniversaire avec lui sur l'île de Blood Edward, une île déserte où il l'attend. Ashley s'y rend en compagnie de Jessica, sa tante qui l'a élevée. On arrive sur la première scène qui nous introduit les passages de dialogue qu'on va retrouver tout au long du jeu et là, on remarque quelques petits trucs. Il y a quelques redesigns au niveau des personnages, mais en soi, ils marchent bien, rien de bien dérangeant. Par contre, pour l'animation des modèles, c'est déjà autre chose. Très vite, je remarque que le jeu a tendance à faire voler les cheveux d'Ashley un peu pour rien. Autant dans le bateau, c'est normal, on se dit que c'est le vent, mais ça arrive à plusieurs reprises et je sais pas, mais ça m'a un peu bloqué sur le coup. Autre chose que je remarque, c'est que graphiquement, c'est pas forcément incroyable sur certains points. J'ai l'impression que les personnages manquent totalement d'expressivité. Quand ils changent d'émotion, on dirait que leur visage change pas tant que ça, qu'il y a juste un froncement de sourcils quand ils sont en colère, par exemple. Je sais pas si ça a dérangé tant de gens, mais en comparaison, je trouve que les expressions du jeu original sont beaucoup plus marquées, limite un peu exagérées. Peut-être que d'autres les trouveront plus normales, mais comme je suis habituée au jour, c'est bizarre de passer à la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce manque d'expressivité, il se ressent aussi dans le doublage. Il est très passable. J'ai fait quelques recherches après avoir joué aux deux jeux et je me suis rendu compte que la plupart des comédiens ont pas énormément d'expérience dans le milieu ou même dans le milieu de l'acting de manière générale. Et c'est un peu bizarre parce qu'on n'est pas non plus sur un petit jeu indépendant et inconnu. Après, c'est pas un doublage mauvais non plus. La voix de Jessica est assez efficace. Elle a un air encore plus maman attentionnée envers sa nièce que j'avais pas l'impression de ressentir dans le jeu de base. Et c'est une bonne réussite. Celle du capitaine est efficace aussi. Celle d'Ashley, qui est quand même l'héroïne principale, on rappelle, elle n'est pas incroyable. Dans les moments de discussion simples, ça passe. Dans les moments d'action et d'émotion forte, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de retenue dans le jeu d'acteur. Et c'est dommage. Et même le personnage d'Ashley, de manière générale, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus écrite comme une adolescente saoulée et clairement, c'est plus réaliste dans son personnage. Mais s'il y a des gens qui découvrent le jeu ou l'univers, ils vont avoir du mal à la supporter, parler toute seule et se plaindre de trucs. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il fallait lui dire d'un peu plus réagir aux choses. Genre, je sais pas, moi, la scène où Jessica disparaît d'un coup ou la scène où elle rencontre Dee, ça manque d'émotion en fait. Par exemple, les lignes de dialogue des personnages sont écrites sous forme de petites bulles, comme de la BD. Ce qui fait que quand la bulle change de forme, on est censé avoir plus d'émotion dans la voix. Mais ça se retient beaucoup trop. Bref.
On avance petit à petit et on essaie de trouver Jessica, qui est partie de son côté et qu'on n'arrive pas à trouver. Les premières énigmes du jeu arrivent et je me rends compte de quelque chose qu'on retrouvera tout au long du jeu. Ce ne sont pas du tout les mêmes énigmes que dans le premier jeu. Et ça, c'est un gros point positif. J'avais une sensation de découverte à chaque fois que je me trouvais devant une énigme et c'était cool de pouvoir les faire sans se dire « Oh ça va, je connais déjà les solutions ». Une question que je me suis posée très vite, c'était de savoir s'ils vont utiliser les fonctionnalités de la Switch en éléments de gameplay. C'était une des principales caractéristiques de l'univers Another Code à l'époque de sa sortie. Utiliser les fonctionnalités de la DS puis de la Wii pour résoudre des énigmes. En vrai, c'est pas trop le cas. D'un côté, je trouve ça tant mieux parce que la première énigme, c'est du motion gaming et ça m'a saoulé très vite parce que le motion gaming, c'est vraiment pas dingue. Je suis aussi content qu'ils aient pas fait ça. Je pense que beaucoup de joueurs auraient pété un câble si l'une des énigmes avait consisté en brancher la console à la télévision. De l'autre côté, je trouve ça dommage parce que la console a des fonctionnalités qu'elle n'utilise jamais. Vous saviez qu'il y avait une caméra infrarouge sur les Joy-Con ? Bah, en fait, elle est très rarement utilisée dans les jeux de la console. Personnellement, je connais que Ring Fit Adventure qui fait ça, et ça aurait été l'occasion de l'utiliser à mon avis. Avant qu'on continue sur l'exploration du jeu, j'ai eu envie d'explorer un peu en profondeur et ça m'a permis d'avoir un dialogue avec le capitaine du bateau, dialogue qui n'existait pas dans le jeu original. En fait, Ashley demande au capitaine comment s'appelle son bateau. On apprend qu'il s'appelle Rosa, comme le nom de sa femme, qui l'ont décrit comme caractérielle mais aimante. Et ça, c'est qu'un détail en soi, mais je l'ai vraiment regardé en me disant « Eh, mais j'ai la référence !» En fait, Rosa, c'est le nom d'un des personnages majeurs du jeu Hotel Dusk Room 215, que je prononce à la française parce que flemme. La deuxième grosse licence du studio Sing qui a créé Another Code. Perso, j'ai trouvé ça très cool d'avoir cette petite référence. Des références à Hotel Dusk, il y en a d'autres qu'on voit plus tard dans le jeu, mais je vous préviens d'avance, elles sont pas aussi bien faites. Bref, on continue l'exploration, on revoit la scène du tuto avec la fameuse lueur bleue et on arrive dans un cimetière où sont enterrés plusieurs membres de la famille Edward. En rassemblant des morceaux des tombes, on arrive à ouvrir un petit portail et surtout on tombe sur une pierre sur laquelle un dé est gravé. On la déplace et là, on tombe sur la lueur bleue de tout à l'heure qui s'avère être un fantôme. Et c'est sans doute ma nostalgie qui parle, mais j'aime vraiment pas cette scène. Dans le jeu original, on explore l'île, il y a une jolie musique qui nous accompagne et puis bim, elle se coupe brutalement alors qu'on arrive dans un cimetière. Il n'y a aucune musique, juste des bruits de corbeaux. On finit par déplacer une pierre qui nous bloque le passage et là, un fantôme apparaît devant nous, c'est dit. La scène est un peu comme un jumpscare quand on est jeune. Dans ma première vidéo sur Another Code, j'en parlais comme d'une scène qui me terrifiait. Comme dirait un vidéaste dont j'aime beaucoup le travail, on peut parler de trauma d'enfance. Là, l'apparition de Dee fait beaucoup moins peur parce qu'elle est moins surprenante. La lueur bleue qui nous suit est déjà annonciatrice du côté surnaturel du scénario, alors que rien n'annonce du surnaturel dans le jeu original. Quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que dans la scène d'intro, cette lueur nous sauve d'un effondrement rocheux. Du coup, on sait déjà que le truc bizarre et surnaturel, c'est quelque chose de gentil. Et le manque d'expressivité chez les personnages, il enlève tout ce côté terrifiant. Ashley a l'air d'avoir moins peur alors qu'elle voit quand même un fantôme et que c'est totalement inhabituel. Le point positif de cette rencontre, c'est qu'on entend la voix de Dee pour la première fois et que je la trouve très réussie. Bref, on avance et j'en profite pour dire plusieurs choses. Déjà, le Joy-Con Rift est insupportable dans ce jeu, mais bon, c'est insupportable dans tous les jeux de base. Et aussi, les musiques ont été refaites. Toujours cool de les entendre dans de nouvelles versions qui fonctionnent bien. On avance et on arrive devant la porte du manoir de la famille Edward, plus précisément vers la fin du premier chapitre du jeu. On est face à deux heurtoirs en forme de colibri et la porte est fermée. Dee se souvient d'un élément de son passé et de comment les portes s'ouvrent. C'est un détail intéressant de voir ça. Les souvenirs de Dee sont pas tout à fait les mêmes que dans le jeu original. On a des moments où il se rappelle de quelque chose de son passé et ça nous guide pour l'énigme en cours, sans nous donner la solution. Et comme les énigmes sont différentes, les souvenirs sont différents eux aussi, même si la structure principale du passé de Dee reste la même dans les grandes lignes. Je remarque aussi d'autres détails suite à l'énigme des heurtoirs. La solution se trouve gravée sur le sol de l'entrée. Quelques dalles sont plus foncées que d'autres et il faut les retenir pour trouver la solution. Enfin, on n'est pas si obligé que ça de retenir puisqu'on a une fonction appareil photo sur la DAS qui est l'appareil offert par le père d'Ashley. C'était déjà le cas dans le jeu précédent, mais j'ai l'impression que cette fonction est beaucoup plus présente dans le nouveau jeu. Un peu dommage qu'on soit limité dans notre nombre de photos maximum. On a réussi à ouvrir le portail et on a quelque chose qui me plaît bien. Dee est nerveux à l'idée de retrouver ses souvenirs. C'est con, mais un truc que je trouvais dommage dans le jeu original, c'est que Dee retrouvait ses souvenirs, mais on n'avait pas trop ses réactions émotionnelles quant aux souvenirs qu'il retrouvait. Retrouver le passé d'Ashley affectait celle-ci émotionnellement, mais Dee ne semblait pas l'être autant. Donc un petit ajout qui fait bien plaisir. Les personnages sont assez touchants dans leur amitié, avec un Dee qui finit par dire « Je me suis fait une amie », il y a quelque chose de très mignon. Bref, on finit le premier chapitre et je remarque quelque chose, on n'a pas de session souvenir. Pour ceux qui ne savent pas, dans Another Code, à la fin de chaque chapitre,
On avait ce que j'appelle une session souvenir, où on se faisait un petit récapitulatif de tout ce qui était arrivé dans le chapitre qu'on venait de jouer. Cette session prenait la forme de questions où on se demandait qui a fait quelle action, comment s'appelait tel personnage, etc. Je ne saurais pas dire si c'est quelque chose qui me manque ou pas, ça m'a juste surpris que ça n'ait pas été repris, parce que c'était quelque chose qu'on retrouvait beaucoup dans les jeux du studio Sing, et j'avais cette sensation d'éléments signature propres au studio et au studio uniquement. On entre dans le deuxième chapitre et on commence l'exploration du manoir, qui sera là où toute l'action va se dérouler. On tombe d'abord sur le portrait du patriarche de la famille Edward, nommé Lawrence. Lawrence qui, on l'apprend par des souvenirs de Dee, qui se manifeste sous la forme de plusieurs images, n'était autre que l'arrière-grand-père de Dee, à qui le petit garçon a rendu visite avec son père quand il était petit. On avance dans une autre pièce et on découvre d'autres souvenirs de Dee sur une petite fille qui vivait ici, du nom de Franny. On continue à avancer et on tombe sur quelque chose de nouveau. Des grues en papier avec des QR codes à scanner. Ces grues, ce sont des notes du père d'Ashley, qu'il a prises pendant sa vie au manoir. Cet élément, c'était déjà présent dans le premier jeu, sous la forme de cartes DAS, des fausses cartouches DS qu'on lisait dans notre DAS, pour avoir des messages de notre père et qui nous encourageaient à explorer le manoir plus loin, nous disant à chaque fois qu'on avançait un peu plus. D'un côté, j'aime bien le concept de QR code à scanner qui ancre un peu plus le jeu dans notre époque. D'un autre côté, j'ai du mal à penser à ma suspension d'incrédulité en voyant qu'Ashley scanne des QR codes sur des feuilles qui sont pliées et n'a pas besoin de les déplier pour scanner. Mais ce qui me bloque le plus, c'est de voir qu'Ashley ne réagit jamais aux notes laissées par son père. Elle apprend des éléments sur sa vie, mais n'y réagit pas et c'est hyper frustrant qu'elle se pose pas plus de questions. On avance petit à petit dans les différentes pièces du manoir et l'idée, c'est vraiment de trouver des clés dans chacune des pièces pour avancer dans les suivantes. On a même un plan du manoir avec les pièces qui sont ouvertes ou non. Ashley y met des annotations à chaque fois qu'elle découvre une nouvelle pièce. Certaines sont plus informatives que d'autres, mais il y en a qui sont plus suggestives, comme le commentaire sur la chambre de Franny, où elle dit que la chambre est celle d'une petite fille riche. L'exploration et les souvenirs avancent. On commence à construire petit à petit une sorte d'arbre généalogique. Franny est la fille de Henry Edward et la cousine de Dee. Dee est le fils de Thomas Edward. Thomas et Henry sont les petits-fils de Lawrence. On apprend même quelques détails au sujet de Henry. Il lui manque son bras. Mais surtout, il s'est passé des trucs bizarres dans ce manoir. On ne sait pas encore quoi, mais on sait que ça a mené à la mère de Franny qui a pris la fuite avec sa fille et laissé son mari seul ici. C'est clairement le genre de trucs qui ont marqué la petite fille, puisqu'elle a des poupées représentant sa famille qui se tiennent toute la main. Et clairement, on sent que la vie familiale, elle n'a pas l'air dingue. On continue à avancer jusqu'à trouver une partition qu'on joue sur un piano. Et là, le chapitre 2 se finit sur l'entrée en scène d'un personnage, et pas des moindres, notre propre père. Cette rencontre, elle me fait me rendre compte de plusieurs changements faits entre les deux jeux. Le premier, c'est le changement de design des personnages. Ashley et Jessica avaient assez peu changé de design. C'était juste leurs vêtements qui étaient différents. Dee, le capitaine, avait exactement le même design que dans le premier jeu, mais notre père, lui, a un design totalement différent. Ses cheveux blonds foncés passent à des cheveux blonds plus clairs et attachés. Un autre détail que j'ai remarqué, c'est dans la discussion entre Ashley et Richard. Il mentionne le personnage de Bill, un ami de Richard qui l'aurait aidé sur le projet Another, mentionné un peu plus tôt dans le jeu, mais qui jusqu'à présent était un peu vague, mais qui l'aurait trahi en suivant. Cette amitié, elle est beaucoup plus explorée, notamment par les grues qui mentionnent leur duo. Mais un truc qui m'a surtout frappé, c'est à quel point on rencontre notre père tôt dans le jeu. Il me semble que ça arrive bien plus tard dans le jeu original. On a plusieurs grosses scènes assez importantes dans la narration qui ne sont pas encore arrivées et qui pourtant ont pas mal d'importance. Mais ce qui me frappe le plus, c'est à quel point très tôt notre père paraît suspect. On a des plans sur 10 qui le regardent, on le voit très concentré sur Another plus que sur Jessica, qu'on n'a toujours pas retrouvée. Bref, il passe beaucoup plus pour un père assez négligent qui semble à peine en avoir quelque chose à faire de sa fille. Malgré tout, on continue dans l'exploration pour atteindre une pièce qui n'existait pas du tout dans le premier jeu, la bibliothèque. C'est une pièce qui est assez particulière et qui n'est pas la plus marquante, mais qui est assez intéressante malgré tout. Déjà, on n'y voit rien du tout. On est juste éclairé par la lumière de bougies et encore, on est limité en nombre de bougies, donc on doit les poser sur des chandeliers et les récupérer à chaque fois qu'on va un peu plus loin. Mais aussi, un truc que je remarque dans cette pièce, c'est à quel point le manoir est dans un état dégueulasse. Le sol s'est effondré à plusieurs endroits, des livres sont éparpillés un peu partout par terre, et en vrai, c'est un détail que j'aime bien. On n'avait pas tant que ça cette sensation de manoir en décrépitude dans le premier jeu. On nous parlait beaucoup des odeurs de moisis, mais on ne voyait pas de plancher détruit ou quelque chose dans le style. Bref, un petit ajout sympa pendant qu'on avance et résout de nouvelles énigmes qui nous font aller plus profondément dans le manoir. On tombe sur un nouvel objet qui nous offre plus de lore sur les personnages, notamment une carte d'anniversaire pour Dee qui fête ses 12 ans. Un nouveau petit détail que j'aime bien. Après tout, on n'avait pas de date précise sur son âge dans le premier jeu. On en apprend plus sur la famille de Dee qui semble avoir ses propres difficultés elle aussi. On sait que le père de Franny a perdu son bras et que le père de Dee semble avoir perdu son cœur et sa foi en celle des hommes.
Malgré tout, on le mentionne beaucoup plus comme un père aimant envers son fils, et on mentionne aussi la mère de Dee qui, de ce que je comprends, est morte peu après sa naissance puisqu'il n'y a quasiment pas de souvenirs sur elle. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais j'en profite vite fait pour mentionner à quel point les épouses des personnages dans la famille Edward ont juste cette fonction-là et qu'aucun élément du passé de Dee n'y est rattaché. Jamais Dee ne mentionne la mère de Franny, ni la sienne, sans mentionner la femme de Lawrence, l'arrière-grand-mère de Dee donc, qui est vite fait évoquée par le majordome de la famille comme quelqu'un qui en avait marre du comportement acariâtre de son mari. Et c'est tout, à part ça on a juste Franny qui est très importante comme personnage féminin dans son passé. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus plus que ce que je fais déjà, on va continuer l'exploration du manoir. On continue en explorant quelques pièces où il n'y a pas grand-chose à remarquer jusqu'à trouver quelque chose de nouveau à propos d'Ashley. Un article sur la mort de sa mère. Dans celui-ci, on apprend que sa mère s'est fait assassiner et que son père est le principal suspect dans l'affaire. Et c'est tout. On va pas se mentir, ça me frustre énormément. L'une de mes scènes préférées du premier jeu, c'est justement celle où elle retrouve l'article de journal. Parce que cette scène, elle se déroule avant de retrouver son père. Quand elle se rend compte de ce qui lui est arrivé, elle doute, elle se demande si ça en vaut la peine de continuer les recherches et dit qu'elle veut juste rentrer chez elle. C'est une scène assez émouvante où Dee la motive à reprendre ses recherches en lui disant que même si la vérité peut faire mal, ne pas savoir voir la blessera tout autant et qu'elle n'aura aucune réponse si elle ne cherche pas. Et ne pas voir cette scène dans le remake, j'ai trouvé ça assez dommage honnêtement. Mais on n'est pas sans rien non plus et je reviendrai là-dessus juste après. On se balade un peu et on est sur le point d'entrer dans une pièce mais Dee nous retient. C'est la première fois que ça arrive depuis qu'on a commencé l'exploration. On le voit nerveux, mal à l'aise à l'idée d'entrer dans cette pièce et perso j'ai trouvé que c'était une bonne idée de renforcer cette angoisse chez lui. On veut plus de scènes où Bébou a peur s'il vous plaît. On continue et on revient au hall d'entrée où on retrouve notre père. On a une grosse discussion assez houleuse où Ashley insiste pour savoir si son père a retrouvé Jessica, mais ce dernier est hyper insistant sur l'another, le faisant passer en priorité. C'est une assez grosse scène de dispute dans laquelle Ashley confronte son père sur Jessica et sur sa mère, mais aussi où elle est beaucoup plus émotive dans son opposition à son père. Malheureusement, le doublage est pas incroyable. Encore une fois, ça manque d'animation et clairement, il aurait fallu plus d'émotion. Au même moment, on a dit qu'il se souvient d'un des plus gros souvenirs sur lui-même. Son père a été tué par son oncle. Il disparaît un instant dans la fameuse pièce qu'il ne voulait pas explorer tout à l'heure et on passe au chapitre 4. Un chapitre beaucoup plus court, où on essaie de trouver un moyen d'entrer dans la chambre de l'oiseau d'argent où se trouve Dee. On explore une nouvelle zone, la cour, pour trouver la clé de la pièce. Nouvelle zone parce qu'on l'a jamais vue, mais aussi parce que c'est une pièce totalement inédite, qu'on n'avait pas du tout de cour comme celle-ci dans le premier jeu. Plutôt cool de voir un peu le côté jardin du manoir, on n'avait pas du tout ça avant et ça ancre un peu plus le manoir dans un côté réaliste, je suppose. On récupère la clé avec une petite phase d'énigme et on finit par retrouver Dee. Il nous explique ce dont il vient de se souvenir. Il a vu son père se faire tirer dessus par son oncle. C'est, on va pas se mentir, une scène assez traumatisante pour lui. Et c'est aussi une scène assez importante des deux jeux. Sauf que pour chacun des deux jeux, l'action se déroule à un moment différent. Dans le premier jeu, la chambre de l'oiseau d'argent est l'une des premières pièces qu'on explore. On apprend ce qui s'est passé, que son père s'est fait tuer, mais on ne sait pas par qui, juste par un homme au chandail noir, comme il le décrit. On explore le manoir pour essayer de savoir la vérité sur cette mort. Mais dans le nouveau jeu, on explore d'abord l'histoire des personnages avant de découvrir la scène de la mort. Je ne saurais pas dire s'il y a une version que je préfère par rapport à l'autre, mais par contre il y a un truc qui m'a plu, c'est la scène juste après. Une scène très courte où, après avoir entendu la vérité sur Dee, Ashley se met à pleurer. On ne sait pas si elle pleure suite à la confrontation avec son père ou parce qu'elle compatit avec Dee, mais dans les deux cas, ça a quelque chose de très doux. Ils se disent rien, elle est juste en train de pleurer et lui sourit avec un air bienveillant. Je trouve cette scène tellement douce, ils n'ont pas besoin de se parler pour se dire qu'ils se comprennent l'un et l'autre. Bon, en vrai, ça manque toujours autant d'émotions dans les expressions du visage, mais c'était quand même doux à voir. Ok, je regrette toujours que la scène dont je parlais sur l'article du journal ait été enlevée, mais c'est pas un mauvais remplacement. On continue l'exploration de la pièce et on tombe sur une nouvelle crue. Dans cette nouvelle crue, on apprend que le père d'Ashley a pris le temps de lire les livres du père de Dee, puisque ce dernier était écrivain de son vivant. On apprend aussi qu'il écrivait sous le nom de David Shields et que ses livres ne marchaient pas du tout. Malgré tout, le père d'Ashley aimait bien, je cite, les enquêtes de Kyle Hyde. Et ça, c'est une nouvelle référence au jeu Hotel Dusk dont je parlais avant. Sauf que là, la référence n'est pas très bien faite. Pourquoi ? Parce que Thomas, le père de Dee, écrit de son vivant, donc vers la fin des années 40, sur un personnage dont la vie se passe dans les années 80. C'est pas très cohérent avec la référence sur Rosa dont on parlait plus tôt. Kyle serait un personnage de fiction, mais pas Rosa. On va pas se mentir, le fandom des jeux, Sing, il est pas hyper actif, donc peu de gens relèveront cette incohérence. Mais c'est dommage, j'ai l'impression que c'était plus une sorte de fanservice random. Je me demande aussi s'ils ont voulu faire une référence au fait que le studio s'est fait liquider en disant que les jeux n'ont pas marché.
Mais je pensais qu'ils avaient quand même leur petite communauté de gens nostalgiques. Bref, on passe à la suite et on découvre une dernière clé qui nous amène au cellier, qui n'est autre que l'endroit où se trouve Jessica. Et là, le chapitre 4 se termine. C'est sur cette fin que je me suis rendu compte de quelque chose. Chaque chapitre se termine sur un moment très axé sur le suspense. Le chapitre précédent s'était terminé sur la fuite soudaine de Dee. Le chapitre encore avant s'était terminé sur l'apparition de Richard. Bref, chaque chapitre se termine sur un moment de suspense qui donne envie de passer au suivant. C'est qu'un détail et on retrouve enfin Jessica. Elle discute avec Ashley et elles se tiennent au courant de ce qui est arrivé depuis le début. Jessica s'est fait attaquer par Bill et Ashley a retrouvé son père. Mais les retrouvailles se sont pas très bien passées et Ashley aime pas trop son père là. Et là, il y a un petit problème qui me bloque. Jessica, qui n'a pas revu son frère depuis des années et ne sait pas comment il est devenu, insiste beaucoup pour qu'elle aille retrouver son père. Elle lui dit que c'est un bon gars, qu'elle doit quand même essayer d'avoir une relation père-fille avec lui. Dee insiste aussi, alors qu'il a vu à quel point son père n'était pas un chic type. J'ai beaucoup de mal avec ça, en vrai, les discours du oui, mais c'est ton père, donc même s'il est toxique, tu dois l'aimer. Et spoiler alerte pour ceux qui me regardent, vous n'êtes pas obligé d'aimer un parent qui vous a fait du mal sous prétexte que c'est votre parent. Mais on reviendra sur tout ça plus tard. Pour l'instant, je vais juste faire une petite remarque sur le fait que la synchronisation labiale est pas incroyable dans cette scène. J'en profite aussi pour aborder un petit détail que j'ai pas abordé plus tôt. Ashley est la seule à pouvoir voir Dee. Dans le jeu original, on sait que c'est parce qu'elle a le cœur pur, contrairement aux adultes. Dans le remake, on sait pas trop pourquoi. On suppose que c'est parce qu'elle est jeune, parce qu'aucun adulte n'arrive à le voir, mais on n'a pas plus d'explications et au final, on n'en aura pas plus. On repart dans notre exploration pour retrouver Richard. De ce qu'on a vu quand on était dans la cour, il serait parti dans une salle totalement fermée. Pour y accéder, on décide de passer par la chambre de Lawrence, le patriarche de la famille. On y entre en fusionnant deux clés ensemble. Ouais, ça fait pas trop de sens, ça faisait déjà pas trop de sens dans l'original, ça fait pas plus de sens dans le remaster. Bref, on se retrouve dans la chambre de Lawrence et surtout on se retrouve face à une nouvelle énigme pour ouvrir une trappe qui mènerait vers la pièce secrète de Lawrence, là où notre père serait allé. Et là, je vois l'énigme qu'on doit faire pour se rendre dans la pièce et il y a quelque chose qui me frappe et que j'ai ressenti durant tout le jeu. Les énigmes sont beaucoup moins nombreuses et surtout, elles sont beaucoup plus simples. Je ne sais pas si j'ai cette impression parce que j'ai joué au premier jeu quand j'avais 7 ans, mais j'ai vraiment l'impression que la difficulté a été réduite. J'ai le souvenir de ce casse-tête au début de jeu dans l'original sur lequel je perdais beaucoup de temps parce que c'était difficile, mais là j'ai absolument pas d'énigme similaire à celle-ci. Et ça, je m'en suis rendu compte dans l'énigme où on devait ouvrir la pièce secrète. Dans le remake, on doit se baser sur la fontaine de la cour. Dans cette fontaine, on voit qu'il y a les 12 signes du zodiaque qui sont dessinés et que 2 colibris sont posés sur les 2 signes. On prend la fontaine en photo et on retourne dans la chambre. Au bureau de la chambre, il y a cette roue où on peut changer les panneaux pour faire correspondre le signe du zodiaque avec l'oiseau. Et ça me paraît si simple comparé à la première version de cette même énigme. Dans le jeu original, on trouve un objet qui s'appelle un zootrope, ou zootrope, je ne sais pas trop comment ça se prononce. L'idée, c'est de faire tourner l'objet avec sa main, et plus on fait tourner vite, plus il y a une animation qui s'accélère à l'intérieur. Au début, rien ne se passe, mais on récupère une bande de papier dans l'atelier de peinture hyper loin de la chambre, et on l'insère dans le zootrope. Quand on l'insère et qu'on refait tourner l'objet, on a une animation d'un oiseau qui s'envole. On fait tourner avec notre stylet au passage, et le mouvement est assez chiant à reproduire. Il faut vraiment insister sur l'objet pour qu'il tourne. On voit qu'il y a une entrée pour une pièce secrète, et en fait, l'entrée a une tapisserie d'oiseaux en train de voler dessus. Pour ouvrir la porte, on doit toucher les oiseaux dans l'ordre où on les voit s'envoler dans le zootrope. Et c'est pas si simple parce qu'on peut pas photographier l'animation et que le mécanisme du zootrope est pas très fluide. Donc on passe beaucoup de temps à tourner l'appareil. Du coup, la nouvelle version de cette énigme est plus accessible certes, mais il n'y a pas vraiment cette sensation de challenge. Ça m'a un peu manqué dans ce jeu. Je remarque aussi qu'on fait assez peu d'aller-retour entre les pièces. Comme je le disais avec l'énigme du zootrope, on doit revenir vers l'une des premières pièces pour récupérer un objet qui était présent là-bas. C'est quelque chose qui arrive assez peu dans le remake. On fait pas autant d'aller-retour qu'avant. D'un côté, je comprends que ce soit un peu saoulant ce genre d'aller-retour, mais d'un autre côté, je trouve ça dommage qu'on ne revienne jamais dans les pièces qu'on a explorées. Dès qu'on a fini d'explorer une pièce, elle devient inutile. Et c'est dommage. On ouvre la pièce secrète de la chambre de Lawrence et après une nouvelle énigme, on peut accéder au sous-sol où se trouve le laboratoire de notre père. C'est le début du chapitre 6, mais aussi le dernier chapitre dans le manoir. On arrive dans la zone de stockage du laboratoire. Cette première pièce, elle est assez différente du manoir, mais c'est aussi la pièce où un gars qu'on connaît pas du tout nous interpelle parce qu'il est enfermé dans la pièce d'à côté et qu'il a besoin d'aide pour en sortir. On fait une énigme assez longue pour réactiver l'électricité dans la porte. Durant tout le passage de cette pièce, j'ai l'impression que les cheveux d'Ashley étaient animés et bougeaient un peu pour rien, mais c'est plus du détail qu'autre chose. On finit par ouvrir la porte et il y a un type brun à lunettes qui sort. Ce type, c'est Richard. Oui, c'est lui, le blond tout à l'heure. Il suffit d'un simple échange pour qu'Ashley se rende compte que c'est lui son vrai père et pas le type de tout à l'heure. Ils se font un câlin et Ashley est heureuse de retrouver son papa qui sent le chocolat.
Oui, c'est un détail qui aurait son importance. Et je trouve que ça fait pas sens du tout. Dans le jeu original, quand Ashley libère Richard de la pièce, elle a la certitude que c'est lui, Bill. Après tout, elle vient de revoir son père, et son père, il est blond. Du coup, elle passe un moment à engueuler le type dans la pièce avant de se rendre compte que c'est vraiment lui son père. Là, il y a vraiment une sensation de mon père précédent est un gros con, donc je préfère penser que c'est toi mon père, heureusement j'ai raison. Bon, en soi, on peut trouver une explication. Quelques instants plus tôt, on est tombé sur une plaquette de chocolat entamée avec une photo d'Ashley et de sa mère. On peut se dire que le boug aime le chocolat et le fait qu'il sente le chocolat fait sens du coup, mais en même temps, ça reste assez tiré par les cheveux ce genre de lien. Bref, on découvre le vrai Richard et on comprend mieux pourquoi Jessica pensait que c'était une bonne idée qu'Ashley continue à chercher son père. Maintenant qu'on sait qui est vraiment Richard Robbins, ça a plus de sens cette insistance. Mais en même temps, je suis toujours pas fan du message du oui, mais c'est ton père quand même. Bref, on découvre le personnage et lui aussi a changé de design. Avant, il était roux et maintenant, il est devenu brun. Il a toujours ce côté papa maladroit qui le rend assez attachant si on aime bien les personnages vieux un peu losers. Ah, et j'en profite pour passer un message à Alain qui passe souvent sur mes vieilles vidéos. On est d'accord, Richard, c'est Curtis Craig de Phantasmagoria 2 en plus vieux. Bref, on revient vite à l'action après ces retrouvailles parce qu'on doit aller retrouver Bill et le confronter pour la manipulation qu'il nous a fait, le con. On explore la seule pièce qui nous reste où se trouve Another, la machine que Richard construisait pendant tout ce temps. Le but de cette machine, remplacer les souvenirs réels par de faux souvenirs. De base, l'idée, c'était de rendre les souvenirs les plus traumatisants moins violents. Et Richard voulait utiliser la machine sur sa fille pour l'aider à surmonter le traumatisme d'avoir vu sa mère mourir. Sauf que l'objectif de Bill, c'est d'utiliser la machine à ses propres fins. Ashley s'oppose à lui, mais Bill lui dit de regarder la mémoire de son père parce que, comme ça, elle apprendrait la vérité sur la mort de sa mère. En effet, quand elle fait ça, elle a accès à un souvenir où c'est lui qui tue la mère d'Ashley. Forcément, elle est sous le choc, mais elle n'oublie pas que ce souvenir est peut-être faux et qu'elle peut restaurer la véritable mémoire de Richard. Et en la restaurant, on se rend compte qu'il est innocent. Tout rentre dans l'ordre, sauf que j'ai plusieurs choses à remarquer parce que je suis plutôt chiant. La première, c'est la mise en scène des souvenirs. Ils ont cet effet de glitch que j'aime bien, mais en même temps, ça doit pas être fun à voir pour certaines personnes qui sont assez photosensibles, visuellement parlant. Au-delà de ça, c'est un effet de mise en scène que je trouve pas forcément approprié au scénario. Quand j'ai vu cet effet pour la première fois, je me suis dit « Ah bah, ça se voit que le souvenir, il est faux ». Mais cet effet de mise en scène reste présent sur le vrai souvenir quand même. Donc je sais pas si c'était vraiment pertinent vu que ça met les joueurs dans le doute. Et un autre détail sur lequel je suis sûre, c'est à propos de la DAS. Pourquoi c'est une Switch? Non, parce que dans le jeu original, ça faisait sens que ce soit une DS parce qu'on jouait dessus, mais aussi parce que ça utilisait les fonctionnalités de la console, le stylet, les cartouches, le micro. Pour donner un ordre d'idée, pour lire les vrais et faux souvenirs de Richard, on insère 2 cartouches d'une couleur différente par exemple. Et dans le remake, j'ai l'impression que limite, on oublie que la DAS est une Switch. Elle n'est jamais vraiment utilisée comme telle, c'est plus une sorte de tablette avec des fonctions dont une fonction photo comme on peut voir dans d'autres jeux, genre la tablette Sheikah où tu peux prendre des photos avec. On revient sur l'action du jeu et maintenant qu'on sait que Richard est innocent, celui-ci déclare qu'il peut enfin prendre Ashley dans ses bras. Je sais que c'est une reprise de la même scène dans l'original, mais la différence entre les deux jeux, c'est que dans le remake, il a déjà pris dans ses bras. Mais au final, c'est Ashley qui prend son père dans ses bras, et la scène est vraiment mignonne. Ils sont très touchants tous les deux. Comprenant qu'Another est en train de tomber dans les mains de Bill, Richard décide de détruire la machine. Je dois avouer que ça m'a un peu surpris, vu que c'était pas présent dans le premier jeu. On voit la réaction de Bill juste après la destruction d'Another, et c'est... Alors, j'aime pas trop comment le personnage est en train d'agir à ce moment-là. Il est particulièrement cartoonesque, et à moi ce côté sournois qui me plaisait beaucoup dans le jeu original. Entre ses expressions et son but de vendre Another aux mauvaises mains pour devenir riche, il y a un côté très méchant de cartoon, et je suis pas fan. Malgré tout, on passe au chapitre suivant et il y a une question que je me pose depuis toute la scène dans la salle de l'Another. Il est Woody? Non, parce que dans ces scènes, on le voit jamais intervenir, dire un mot ou quelque chose dans le style. Alors que pourtant, dans l'original, c'est le cas. Ashley a peur de déclencher la machine et c'est Dee qui la convainc d'agir. On a même un plan sur Dee qui sourit pendant qu'Ashley et Richard se font leur câlin. Et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas été gardé. Heureusement, on le revoit peu de temps après, alors que Richard et Ashley se rendent dans les tunnels en direction de l'endroit où se trouve Bill. Ashley le remercie et ils discutent ensemble. Sauf que Richard ne voit pas Dee, donc il a juste l'impression que sa fille parle toute seule. Ce qui donne une scène un peu malaisante dans l'ascenseur vers les tunnels où ils discutent ensemble. On sent qu'ils sont tous les deux pas très doués socialement parlant, et au final c'est plutôt mignon. On arrive au tunnel et Richard prend de l'avance sur le chemin. Ce moment-là laisse à Ashley l'occasion de découvrir un nouveau souvenir du fantôme grâce à une chaussure toute seule par terre. Dans ce souvenir, on apprend que Dee a surpris la dernière discussion entre Henry et Thomas. Ils se sont disputés à propos de l'héritage de leur grand-père que seul Henry était censé obtenir. Mais Thomas voulait une part de l'héritage pour aider son fils et la dispute a mal tourné. Dee s'est enfui et Henry lui a cru après dans les tunnels. On a un changement subtil mais qui a son importance dans l'écriture de Thomas.
Dans le premier jeu, on met beaucoup l'accent sur le fait que Thomas a perdu son cœur après la guerre et qu'il est assez froid et agressif, alors que dans le deuxième, on le voit beaucoup plus bienveillant envers son fils, notamment avec le passage sur la carte d'anniversaire. Un petit changement un peu random puisqu'on passe à la confrontation finale entre Bill, Richard et Ashley. La confrontation est assez tendue puisque Bill finit par pointer son pistolet sur Richard. C'est là qu'Ashley se souvient du moment où sa mère s'est fait tuer. Je suis pas spécialement fan de la scène pour être honnête. Dans le jeu original, Bill essaie de manipuler Ashley une dernière fois en lui disant que les cartouches censées révéler les vrais souvenirs et créer des faux ne sont peut-être pas ceux qu'elle pense. On a une scène d'interrogatoire où Ashley essaie de se souvenir par elle-même de ce qui s'est passé le soir de la mort de sa mère. À la toute fin, elle finit par voir le visage de Bill dans sa mémoire sous une forme assez floue et pas très précise. Bref, dans tous les cas, on se rend compte que c'est bel et bien Bill qui a tué Sayoko. La confrontation se termine et Bill considère qu'il a attendu assez longtemps avant de tirer. Bon, il attend quand même un peu, parce qu'il y a un long moment où Bill aurait pu tirer sans qu'il le fasse. Vraiment, il y a bien trop de temps où il garde Ashley et Richard en joue sans tirer pour autant. De toute façon, il n'a pas le temps de tirer parce que Dee intervient en apparaissant devant lui. L'intervention de Dee est assez intéressante. Dans le jeu original, il disait quelque chose d'assez énigmatique à propos de Franny. Dans le remake, il est beaucoup plus actif dans la scène et beaucoup plus déterminé à sauver Ashley. Bill prend peur et commence à reculer vers le ravin au point de tomber dedans. Dee tente de le sauver, mais comme c'est un fantôme, sa main traverse celle de Bill. Au final, c'est Richard qui traverse Dee sans s'en rendre compte et qui attrape la main de son ancien ami. Mais la main de Bill glisse de celle de Richard et finit par tomber sous les yeux de tout le monde. Tout le monde est marqué par la scène et j'aime beaucoup cette espèce de boule de chien battu qu'a Richard après avoir vu son ami mourir. Même s'ils sont tous un peu secoués, Richard décide d'aller récupérer Jessica qui est toujours enfermée dans le cellier, on rappelle. Pendant que Richard va chercher sa sœur, Ashley se rend compte que Dee est en train de fixer le ravin. J'en ai profité pour aller prendre une photo de Dee à ce moment-là, chose que j'avais pas fait de tout le jeu, parce que j'étais un peu curieux et au final on le voit sur la photo. Je trouve que ça fait pas trop sens qu'il soit visible, vu qu'il est censé être visible que d'Ashley, mais c'est juste moi qui chipote. On a une dernière conversation sur les souvenirs de Dee qui, au moment où Richard a tenté de sauver Bill, il s'est souvenu de sa mort. On apprend qu'Henry avait couru après lui quand Dee s'était enfui. Il a essayé de le faire s'arrêter de courir parce que, de ce qu'on comprend, son cœur ne le supporterait pas. Sauf que Dee avait tellement peur qu'il a reculé le plus loin possible et a fini par tomber. Henry a essayé de le rattraper sans succès. Toute cette scène, on la voit comme une vraie cinématique et en vrai, c'est un peu inattendu parce que tous les souvenirs de Dee étaient toujours montrés sous la forme d'images. On se retrouve sur le bureau de Bill et on ouvre son carnet, dans lequel se trouve une photo de lui avec sa mère. Mère qui n'est autre que Franny, la cousine de Dee. Le plot twist est un peu sorti de nulle part puisque le jeu ne sous-entend jamais un éventuel lien familial, alors que dans l'original, on apprenait que le nom de Bill était Edward, mais le lien avec Franny n'était pas explicite. On avait juste dit qu'il disait « ne faites pas de mal à Franny » et c'est tout. On se rend compte que si Dee a eu des regards bizarres vers Bill, c'est pas parce qu'il le trouvait suspect, mais c'est parce qu'il trouvait Bill assez ressemblant avec sa cousine. C'est une info qui sort un peu de nulle part, mais bon, on passe vite à autre chose. Ashley retrouve son père et sa tante. Ils se rendent sur la plage pour attendre le capitaine du bateau et repartir de l'île. Le capitaine arrive et Ashley prend le temps de discuter avec lui. Sans rentrer dans les détails, elle lui dit qu'elle a vécu de sacrées aventures et je suis assez d'accord avec elle. Ils discutent un peu et le capitaine finit par demander à Ashley qui est ce garçon à côté d'elle. Ce garçon, ce n'est autre que Dee. Les deux sont surpris de savoir que le capitaine peut le voir et Dee s'enfuit sur le coup de la timidité. C'est plutôt mignon de le voir tout intimidé, mais je peux pas m'empêcher de me poser la question. Pourquoi le capitaine vous a dit? Dans le jeu original, on sait que pour voir les fantômes, on a besoin d'avoir le cœur pur. On avance dans le jeu et on croise plein d'adultes qui ne peuvent pas le voir parce qu'ils n'ont pas le cœur pur. Sauf que dans le remake, on ne nous dit jamais comment on peut voir les fantômes. En plus, le capitaine m'a paru beaucoup plus rustre dans ce remaster. Bref, on finit par rejoindre Dee qui nous avoue qu'il a retrouvé tous ses souvenirs. Maintenant qu'il a retrouvé sa mémoire, il peut enfin trouver le repos et partir dans l'au-delà. Du moins, ça c'est la fin que j'ai eue. Dans le jeu original, on a une fin différente, selon si on a retrouvé tous les souvenirs de Dee ou non. Je me demande si c'est le cas dans le remake. Dans tous les cas, j'ai fini par avoir la scène où Ashley touche la main de Dee, le faisant disparaître. La scène d'adieu reste toujours aussi touchante, et ce, peu importe la version. J'ai beaucoup aimé que dans le remaster, on voit une image de Dee en train de rejoindre son père vers l'au-delà. C'était un mignon petit ajout. En parlant de scène mignonne, on a cette scène où Richard donne le collier de son ancienne femme à Ashley. Je sais plus si c'était dans le jeu de base, il me semble que non. Richard prend les mains d'Ashley pour mettre le collier dedans, et c'est assez chou comme scène. Et après une grosse aventure, on en a terminé avec le remaster de Another Code premier du nom. Globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était super sympa. J'ai passé beaucoup de temps à faire mon vieux con nostalgique qui faisait plein de comparaisons en disant l'original est meilleur, mais en vrai, j'ai passé un super bon moment en jouant au jeu. C'était vraiment très cool de redécouvrir les personnages que j'aimais tant sous une nouvelle forme. Certains ajouts sont très cool même. Pour être honnête avec vous, j'avais pas forcément de très grosses attentes sur ce remake. La seule chose que je voulais, c'est qu'il puisse permettre à des joueurs qui ne connaissaient pas l'univers de découvrir cette licence. Et j'ai l'impression que ça a marché.
Il y a quelques années, c'était impossible de trouver un walkthrough, une critique ou un let's play du jeu. Maintenant, il y en a partout. Mais à l'heure actuelle, je n'ai parlé que d'un seul jeu, Another Code, celui auquel j'ai joué quand j'étais plus jeune. Sauf que cette licence se décline en plusieurs opus, qu'on va aborder dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Reparler d'Another Code, c'était quelque chose de très agréable, surtout d'en parler autant. J'espère que vous apprécierez quand même m'entendre parler de cette licence. Si vous voulez voir la prochaine vidéo sur Another Code ou d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner. Et si vous voulez voir mes autres contenus, il y a mes réseaux sociaux dans la description. À tout bientôt pour une prochaine vidéo.